Bonjour à toutes et à tous, on continue donc notre petite discussion sur l'interprétation quantitative des données. On avait vu dans une première vidéo un exemple à partir de la question de l'âge moyen des joueurs et des joueuses de jeux vidéo. Ensuite on a décliné en fait une première série de conclusions dans la seconde vidéo qui était consacrée donc aux questions relatives à la catégorisation dans les statistiques. On a vu en fait que les statistiques ne parlaient jamais toutes seules, ne parlaient jamais d'elles-mêmes, que ce soit parce qu'il y a des interrogations relatives à leur production, au contexte dans lequel elles se trouvent, et également bien sûr à la façon dont en fait, elles vont être mobilisées. Toutes ces premières conclusions-là nous amenaient donc à interroger l'interprétation en fait, qu'on pouvait faire des données quantitatives, et bien sûr en fait, nous fournissent en fait, une série de questions à adresser aux données qu'on souhaite interpréter. On va poursuivre là dans la construction de conclusions à partir de notre exemple sur les joueurs et joueuses de jeux vidéo, et progressivement on va s'éloigner de cet exemple initial en prenant comme on l'a fait dans la seconde vidéo en fait, d'autres exemples. Et donc on va en venir aujourd'hui à discuter en quoi la statistique peut être pensée en termes de rapport social ou même de rapport de pouvoir, et donc on va interroger quelle place en fait elle prend dans la société. Avant de passer complètement au vif du sujet, petite précision, la discussion qu'on va avoir, là en fait je l'ai coupée en deux parce que l'enregistrement était un petit peu long, et donc si jamais dans la discussion qui suit j'évoque un passage relatif au recensement, ça vient en fait dans la vidéo juste suivante qui sera mise en ligne un tout petit peu après, le temps que je fasse le montage. Mais voilà, donc là on a une première discussion sur tout simplement la statistique en tant que rapport social. On avait vu en fait dans notre premier exemple sur l'âge moyen des joueurs de jeux vidéo, des joueurs et des joueuses bien sûr, que la production des statistiques sur cet objet-là était liée donc à des enjeux économiques, des enjeux politiques, puisque, pour rappel, il y a des analyses qui montrent que derrière les commandes des études qui traitent de ces questions-là, il y a souvent des acteurs qui ont donc des intérêts économiques et politiques, et qui ont en fait intérêt à faire paraître, donc à donner une image du public des jeux vidéo comme n'étant pas un public jeune, pas un public d'adolescents, pour s'éloigner de la question qui est parfois présente dans l'espace public sur la dangerosité des jeux vidéo, sur les phénomènes d'addiction des jeux vidéo pour en particulier donc un public jeune. Et quand on dit ça, évidemment, ça ne signifie pas qu'à l'inverse, on doive penser que le jeu vidéo est donc une pratique culturelle qui entraîne des comportements dangereux ou qui entraîne des phénomènes d'addiction chez les jeunes, que le terme soit approprié, etc. C'est pas la question. Mais ce qu'on relevait, en fait, c'était le fait que derrière la production de cette donnée-là, on trouve en fait des choix en termes de catégories. Il y en avait un qui était très, très notable, c'était notamment celui en fait, de la population d'enquête, puisqu'on voyait que certaines enquêtes n'enquêtaient pas les jeunes en dessous de 16 ans, et que donc nécessairement l'âge moyen en fait, était relativement important à partir de ce moment-là, à partir du moment où on excluait quand même une grande partie donc, de la jeunesse et des adolescents. Et on relevait donc également qu'il y avait des intérêts en fait, qu'on pouvait quand même objectiver, et que les statistiques étaient utilisées donc, pour construire un discours dans l'espace public, pour soutenir un discours dans l'espace public. On va en fait poursuivre nous cette discussion-là en changeant bientôt d'exemple. Si on essaie de résumer un petit peu la première conclusion en fait, à laquelle on arrive, ce qu'il va s'agir de comprendre, c'est que quand on dit que la statistique c'est un rapport social, c'est que la statistique est mobilisée dans l'espace public, et que tout à la fois, la statistique, elle construit et elle fait apparaître des réalités, donc en raison des choix qui sont réalisés, hein, c'est un petit peu ce qu'on a discuté dans la vidéo numéro 2, et donc qu'elle organise et qu'elle donne sens au social, mais aussi que donc la statistique, en fait, va construire les réalités qui vont ensuite être utilisée par les acteurs sociaux, puisqu'elle est mobilisée donc, dans l'espace public. On est d'accord, cette construction, en fait, elle est antérieure à l'enquête, mais également, c'est en raison de la publicisation de l'enquête qu'elle construit elle-même, en fait, ensuite,
les réalités qu'elle va observer. Ce sera un petit peu plus clair à travers les exemples qu'on va prendre là tout au long de la vidéo, et qui vont très largement en fait s'éloigner des questions de jeux vidéo, puisqu'on va en venir à parler des questions de recensement. Et plus particulièrement à des questions de recensement liées à tout ce qui est racisation, etc. On y viendra un petit peu plus tard. Bien entendu, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour que la statistique puisse avoir une incidence sur le débat public, sur la façon dont les individus vont percevoir le social, etc., encore faut-il que la statistique, elle soit audible dans l'espace public, et cette réception en fait, de la statistique, bien sûr, va dépendre des canaux de diffusion qui existent, et de la façon dont elle sera éventuellement valorisée par tout un ensemble d'acteurs. Donc, la statistique est un rapport social, en raison donc de sa production, de sa diffusion et de sa réception, et de l'usage qui en est fait. Et des conséquences, bien sûr, de cet usage, par ailleurs. On va poursuivre notre discussion, là, en essayant de prendre un petit peu de distance sur le rôle, en fait, de la statistique dans la société. Donc on va développer, en fait, ce qui est plutôt à la fin, là, de ce qu'on voyait juste avant, des différentes flèches. On va, en fait, beaucoup discuter aujourd'hui de l'usage qui est fait de la statistique, et de la place que la statistique trouve donc, dans la société. Donc, quelle est la place que la statistique trouve dans la société ? Il y a en fait deux lectures principalement qui se distinguent et qui ont pour point commun de poser le fait que la statistique, c'est un outil qui sert donc à la gouvernance, c'est-à-dire qui sert à l'État pour assurer donc la gouvernance des citoyens de l'État. Et bien entendu, hein, c'est valable aussi à d'autres échelles en fait, mais notre discussion là va être surtout donc, très macro-sociale au niveau de l'État. C'est souvent ça qui est discuté en fait, mais on pourrait très certainement faire des parallèles avec à l'échelle de différentes institutions par ailleurs. Historiquement donc, le développement en fait des études quantitatives, il est lié au souhait des acteurs politiques d'obtenir donc des descriptions des populations des pays. Il y a des demandes de la part d'acteurs politiques d'avoir donc des descriptions, et la statistique est donc directement pensée comme un outil de gouvernance. Historiquement, c'est ça qu'on observe. Et en fait, il va y avoir donc deux lectures possibles à partir de ce constat-là. Soit penser la statistique comme un outil de pouvoir, soit penser la statistique comme un outil d'émancipation. Et c'est ce qu'on va voir dans cette première partie là, de notre vidéo. Il y a un ouvrage de référence d'un auteur qu'on croise, qu'on évoque à de nombreuses reprises en fait, dans ces vidéos, puisque c'est vraiment un des sociologues qui est incontournable dans les questions relatives à la statistique. C'est donc Alain Desrosières, qui a écrit un ouvrage, donc Prouver et gouverner, une analyse politique des statistiques publiques, que vous voyez ici. Et donc dans cet ouvrage de 2014, Alain Desrosières va montrer que la statistique, c'est un outil qui sert la gouvernance, donc comme on le disait, qui vise à décrire la population du pays, et plus spécifiquement dans son chapitre 3, donc la statistique, outil de libération, outil de pouvoir, il va en venir à discuter donc l'opposition qu'on voyait jusque-là, entre outil d'émancipation ou outil de pouvoir. Son hypothèse, c'est que les processus de domination, en règle générale, en passe par ce qu'on appelle une naturalisation des rapports sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette expression de naturalisation des rapports sociaux ? Ça signifie que pour que une domination sociale soit à l'œuvre, dans l'extrême majorité des cas, le plus souvent, ce qui va permettre à la domination de perdurer, c'est le fait que les acteurs sociaux ne la perçoivent pas. Et ne la perçoivent pas, en fait, en tant que processus social. Naturaliser, on est d'accord, c'est faire comme si, c'est croire que quelque chose est naturel, alors qu'il s'agit d'un rapport social et culturel. Si c'est un rapport social et culturel, alors il est historique et il est transformable, il dépend des actions des acteurs sociaux. Alors que si un processus est naturel, en fait on n'y peut pas grand-chose, hein, bien entendu, on ne pourra pas agir dessus. Donc la naturalisation des rapports sociaux va donner le sentiment aux individus qu'ils ne pourront pas transformer les rapports sociaux. Et c'est bien pour ça que la domination, en fait, fonctionne d'autant mieux qu'elle réussit à donner l'impression qu'elle est naturelle. C'est des choses que montrent, par exemple, les analyses
de Bourdieu sur l'école reprennent ces éléments-là. Marx aussi évoque beaucoup ces questions-là. Il y a tout un ensemble d'analyses où vous pouvez retrouver cette question, bien sûr, de la naturalisation des rapports sociaux. Ce que va faire la statistique, selon Desrosières, qui en fait reprend une analyse d'un autre sociologue qu'on évoquera juste un tout petit peu après. Donc ce que va dire Desrosières, c'est que la statistique, au contraire, elle va venir dévoiler des rapports sociaux. Elle va venir rendre évident certaines réalités. Et à partir du moment où des réalités sont devenues évidentes, parce qu'elles ont été mesurées, parce qu'elles ont été donc construites par les chercheurs, alors elles existeront dans l'espace public et elles pourront être prises en charge par des pouvoirs publics. Quand Desrosières dit cela, en fait, il reprend un argument qui est déjà développé par Ted Porter en 1995, donc pas mal de temps auparavant, et qui va, donc Ted Porter va prendre des exemples sur vraiment le développement de l'État pour montrer comment, notamment en France, la bureaucratisation en fait s'oppose à des idéaux capitalistes, et dans une société dans laquelle la valeur est appréhendée uniquement en termes de valeur marchande, donc vraiment dans une logique capitaliste très, très pure, ce que certaines études statistiques vont montrer, à travers les corps en fait, de bureaucrates qui commencent à apparaître au moment du développement de l'État, donc c'est qu'il y a certains biens publics qui ont une valeur, qui n'est peut-être pas une valeur marchande, mais qui est une valeur sociale. Et notamment, il y a donc tout un ensemble de corps d'ingénieurs qui vont travailler sur l'intérêt des ponts dans la société. Des ponts donc, pour permettre le déplacement des populations, etc. Et le pont, à cette époque-là, c'est quelque chose pour lequel on n'envisage pas de valeur marchande. En gros, c'est pas rentable de construire un pont. Mais par contre, socialement, politiquement, ça va avoir un intérêt. Et donc il y a une espèce de rapport de force en fait, dans l'espace public entre la logique capitaliste et la logique qui va être donc portée par la bureaucratisation. Et l'argument donc, de Ted Porter, c'est de dire que en fait, ces corps de bureaucrates, ils permettent donc de faire valoir les intérêts de groupes sociaux qui ont peu de voix, donc peu de capacité de parole, bien sûr, dans l'espace public, dans l'espace politique. Et c'est ce qui les amène à dire, donc Desrosières et Ted Porter, que la statistique peut être pensée comme outil de faiblesse, c'est-à-dire comme outil qui vient servir les intérêts donc, des classes sociales les plus faibles au sens donc, qui sont dans des rapports dominés. Donc c'est aussi des analyses qu'on peut trouver, pour lesquelles on pourrait trouver d'autres exemples. Lorsqu'on voit par exemple les analyses statistiques qui permettent de montrer comment il y a des inégalités sociales qui existent, comment il y a des inégalités de revenus qui existent, on peut penser par exemple récemment dans l'espace public, à mon sens les travaux de Piketty ont un petit peu eu cette fonction-là, si on veut dire, où ils ont trouvé cette place-là, de faire apparaître une réalité, et donc de dévoiler des rapports sociaux, afin potentiellement, bien sûr, de les transformer ensuite. Bien sûr, le fait de les dévoiler, c'est une première étape qui ne garantit pas la transformation effective, bien entendu, des rapports sociaux. Donc ça, c'est la première étape. Et c'est aussi pour ça que, parce que la statistique peut donc en fait, servir, entre guillemets, des intérêts différents, en fonction donc, des catégorisations qu'elle va adopter, c'est bien ça qu'il s'agit de penser, c'est que la mesure de la statistique, elle ne précède pas la construction du social. Il ne faudrait pas croire que le statisticien vient observer un social qui existerait de lui-même sans avoir besoin de produire des catégories avant cela, et que donc le statisticien serait neutre et qu'en fait il amènerait des conclusions qui pourraient être utilisées par tel ou tel acteurs sociaux. Cette vision-là de la statistique, au contraire, elle vient naturaliser le travail du statisticien, et elle vient donc nier cette dimension de rapport social dans la statistique, qui intervient donc dès en fait, le moment de la production
de la statistique. Et c'est bien pour ça donc que c'est indispensable de toujours faire attention à la source des données, ce qu'on sait assez largement, bien entendu, en sociologie. Cette discussion sur la place de la statistique, on la trouve développée donc, chez différents auteurs, et tous ne partagent pas donc, la vision plutôt très positive en fait, de la fonction de la statistique chez Desrosières ou Porter, qui voient donc dans la statistique un outil en fait, d'émancipation. D'autres auteurs, au contraire, vont penser la statistique comme en effet participant de la gouvernance, permettant la gouvernance, mais cette fois, cette gouvernance, elle est pensée en termes de rapport de pouvoir. C'est le cas notamment donc, chez Scott, notamment donc, dans les ouvrages que je vous ai mis ici, Zomia ou L'œil de l'État, dans lesquels en fait, Scott va montrer comment les États ont besoin en fait, d'une statistique pour exercer donc, le contrôle sur les populations qu'ils vont prendre en charge, entre guillemets. Sachant que chez Scott, il y a aussi la question de l'extension de l'État en fait, à des populations qui ne sont pas sous le joug entre guillemets, de l'État. En tout cas, c'est notamment discuté ça dans Zomia. Puisque pour expliciter peut-être un petit peu la discussion de Scott, dans Zomia, il va s'intéresser à un espace montagneux au cœur de l'Asie, qui est en fait à la frontière de plusieurs États, et il va questionner la façon dont il y a des populations qui résident dans ces sommets et qui ne sont en fait donc pas liées à des États, et comment progressivement les États en fait vont agrandir leur territoire et donc vont en fait en venir à intégrer en fait davantage de populations, davantage d'espace, etc. Enfin, l'argumentation est très dense, hein. N'hésitez pas à aller lire des choses sur Zomia ou à consulter l'ouvrage bien entendu, mais vous trouverez facilement des notes de lecture. Et ouais, c'est un ouvrage qui est très très intéressant et dans lequel il évoque notamment la place de la statistique. Notamment, son travail se résume pas à ça, mais c'en est un élément, et donc c'est aussi quelque chose qu'il développe par ailleurs dans L'œil de l'État, avec toujours cette idée que en fait, la statistique va simplifier la réalité sur laquelle elle travaille nécessairement, hein, du fait des catégorisations, et donc que l'État exerce un rapport de pouvoir dans le sens où il vient donc imposer des formes de catégorisation, des formes d'appréhension du réel, qui ne sont pas celles des populations, des différentes populations à une échelle plus locale. Donc on est bien d'accord, hein, ce qui est vraiment, je pense, important à comprendre, c'est que dans tous les cas, que ce soit chez Desrosières ou chez Scott, il y a bien cette analyse de la statistique comme outil de gouvernance, outil qui vient construire le social, à travers donc, notamment la gouvernance. Bien sûr, la lecture politique derrière est très différente. Il y a chez Scott, en fait, une position politique plutôt anarchiste, qu'on ne retrouve pas chez Desrosières, qui donne bien, enfin, qui explique aussi sans doute peut-être un petit peu l'analyse en termes de rapport de pouvoir. Mais ceci dit, c'est aussi une analyse qu'on trouve chez Bourdieu dans son article donc, de 1986 sur l'illusion biographique, qui est plus spécifiquement consacré en fait au récit de vie, mais dans lequel Bourdieu va notamment évoquer à un moment la façon dont le fait de donner un nom, et un nom unique, à un individu, c'est une nécessité pour l'État qui lui permet en fait à nouveau de faire tomber l'individu dans le contrôle que va exercer l'État à travers ses différentes institutions, notamment justice, etc., mais tout un ensemble d'institutions. Et Bourdieu évoque la façon dont, lorsque l'État, notamment français, arrive dans des territoires qu'il colonise, une des premières choses qu'il fait, en fait, c'est donner un nom qui correspond à la façon de nommer dans la culture française. Donc donner un nom, bien sûr, aux populations qui occupent déjà les espaces qu'il colonise. Et alors, n'hésitez pas à consulter l'article de Bourdieu. C'est un article qui est très court, ce passage-là, c'est un des extraits de l'article qui n'est pas central, enfin qui est important dans son argumentation, mais c'est un espèce d'exemple qu'il développe, qui est un peu parallèle à sa discussion. C'est très court, c'est très dense, bien sûr. Les textes de Bourdieu sont souvent très denses. Mais c'est aussi, je crois, cet extrait-là assez facilement appréhendable, je pense.
dans le sens où il évoque la façon dont les colons en fait arrivent avec, je crois, un calendrier, et donc dans un premier village on nommait les individus avec les premières lettres de l'alphabet, puis passe au village d'à côté, continue à progresser dans l'alphabet à travers le calendrier, etc. Et en fait vont nommer simplement, enfin vont attribuer des noms euh, aux individus de façon à pouvoir les identifier, comme on pourrait imaginer en fait le faire à travers un code, hein, etc. On trouve ça bien sûr dans d'autres situations. Et Bourdieu discute la façon dont le fait de donner un nom, c'est également culturel, et nommer les choses se fait différemment selon les espaces, selon les cultures, etc. Il évoque ça assez rapidement, mais vous pouvez trouver des développements là-dessus bien sûr en anthropo. Et donc tout ça, ça nous permet de bien voir comment la statistique à travers la catégorisation, qui peut, en fait, la catégorisation, on est bien d'accord, hein, elle peut en passer aussi par le fait de catégoriser les individus, c'est notamment ce qu'on retrouve quand on construit une population d'enquête, mais on en parlera un petit peu plus tard, bien sûr, dans des prochaines vidéos. Mais dans tous les cas, donc la statistique vient construire le social, ce qu'on peut penser, donc soit en rapport d'émancipation, soit plutôt en rapport de pouvoir. Si on essaie de faire une espèce de petit bilan là, de ces premiers éléments de discussion, on a donc dit que la statistique, elle est adossée au pouvoir politique et à l'action sur le social. Quand on dit qu'elle est adossée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que elle le permet et elle le construit, elle se développe avec lui. En posant des catégories, donc la statistique regroupe des phénomènes à partir de critères spécifiques. On est d'accord, hein, bien sûr, ça c'est vraiment indispensable de bien le comprendre. La statistique n'observe pas un réel, un social, qui serait déjà là et qui existerait dans la façon dont la statistique va l'observer. La statistique procède à une construction à partir de catégories qu'elle construit. Et donc elle regroupe, elle exclut, etc. En mesurant des pratiques, la statistique vient poser ce qui doit et ce qui peut être vu, et à l'inverse, elle va exclure ce qui restera invisible à la statistique. Ça, c'est quelque chose que Scott développe également de façon assez intéressante sur cette question de la simplification en fait, que réalise la statistique à travers ces mesures, à travers ces catégorisations. Et donc, ce qui reste invisible, c'est notamment en fait, tout un ensemble de subtilités dans les cultures locales, et tout un ensemble de distinctions donc, qui peuvent exister. La statistique va avoir tendance à uniformiser un petit peu les choses, même si, on est d'accord, on l'avait évoqué dans la vidéo précédente, on sait aussi que les mesures réalisées donc, dans le cadre d'études statistiques vont aussi parfois en fait, dépendre de spécificités locales dans la façon dont les catégories sont construites, sont appliquées lors des enquêtes de terrain, ou bien trouvent sens, bien entendu. Donc on pourrait sans doute un petit peu complexifier la discussion à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, la statistique, à partir du moment où elle produit des catégories afin de rendre appréhendables certains éléments, elle doit en exclure d'autres. Il y a certaines choses que la statistique ne peut pas mesurer, ne peut pas appréhender, et ces choses-là, en fait, sont invisibilisées dans l'espace public. On peut prendre peut-être éventuellement un autre tout petit exemple là-dessus, qui n'est pas dans le diapo d'ailleurs. Dans les études qu'on verra peut-être plus tard dans quelques vidéos sur les rapports amoureux, jusqu'à très très récemment, vraiment quelques années, les types de relations qui étaient enquêtés dans les études de l'INSEE, de l'INED, etc., c'était donc des formes de concubinage, de relations en fait, stabilisées, qu'il y ait mariage ou non, ou bien sûr, hein, tout ce qui est le célibat, le fait d'être veuve, d'être divorcé, etc., bien sûr, mais les relations en fait étaient pensées sous une forme de relation longue et stable, et surtout des relations identifiées. Et c'est vraiment uniquement très récemment que, notamment dans des études sur les jeunes, on intègre en fait des formes de relations qui ne sont pas stabilisées, qui sont dans une forme de flou. Mais on en reparlera un petit peu plus tard, vous pouvez trouver ça éventuellement. C'est aussi un exemple donc, de comment en fait, il y a des formes de rapports sociaux qui restent invisibles aux yeux de la statistique, et donc de toute une partie du débat public, de tout un ensemble de prises en charge, alors que bien entendu, hein, c'est des formes de relations qui existent, là, notamment dans le vécu, mais qui jusqu'à très récemment en fait, n'étaient pas appréhendées dans les recherches. On va le discuter aussi à travers d'autres exemples dans pas très très longtemps, à travers cette question des recensements que j'évoquais tout à l'heure. Donc la statistique procède d'une mise en sens du social,
Et il faut bien comprendre que cette mise en sens du social que réalise la statistique à partir de ces catégorisations, c'est une mise en sens parmi plusieurs possibles. Et ça, elle le fait donc à travers les critères, à travers les catégorisations, à travers les observations qu'elle réalise. Et donc, je le répète une dernière fois peut-être, c'est bien dès avant le recueil des données que la statistique va désigner des populations qui sont enquêtées, qu'elle va construire des catégories, y compris bien sûr, non seulement pour la définition des populations, mais aussi bien sûr pour la définition des pratiques, etc., qui sont observées. Et donc, il y a une construction du social, qui se poursuit également, en fait, cette forme de construction du social, dans la suite du travail, notamment d'analyse et d'interprétation. On en reparlera un petit peu plus tard. On arrive donc à la fin de cette vidéo sur la statistique en tant que rapport social. Si on essaie de récapituler, donc on a vu que derrière cette expression, ce qu'il fallait bien comprendre, c'était que la statistique n'est pas une mesure d'un réel qui serait déjà là, qui serait immédiatement accessible, et une mesure qui sortirait en fait des rapports sociaux, qui s'émanciperait des contraintes qui peuvent exister dans le social, tout au contraire. La statistique, en fait, en mesurant et donc en s'appuyant sur des catégories, elle va venir découper le social, venir dire donc ce qui doit être considéré, ou à l'inverse ce qui ne sera pas discuté, notamment dans l'espace public, et ce qui ne sera pas donc appréhendé par la statistique elle-même, bien sûr. On a vu également donc bien entendu que la statistique était adossée aux logiques de gouvernance, qu'elle pouvait donc être appréhendée que ce soit en termes de rapport de pouvoir, ou que ce soit en termes plutôt d'outils d'émancipation. Les deux lectures pouvant sans doute être pertinentes, bien sûr, selon les contextes, probablement. Et je crois que ce qui est indispensable d'avoir en tête également, qui sera en fait plus explicité dans la prochaine vidéo à travers les exemples sur le recensement, c'est que la statistique n'est pas seulement à penser en termes de rapport social, à travers la construction qu'elle opère avant d'être communiquée. Ce qui sera intéressant aussi à voir à travers l'exemple du recensement, c'est que lorsque la statistique se diffuse dans l'espace public, et donc diffuse ses catégorisations, et donc le découpage du social qu'elle opère pour pouvoir réaliser une mesure, et bien finalement, c'est ce découpage du social, ce filtre qu'on pose sur le social pour le rendre intelligible, en fait, il va potentiellement être repris par les acteurs sociaux, peut-être devenir évident, et dans tous les cas, la statistique va finir par venir construire les comportements et les pratiques qu'elle observe, puisque ceux-ci vont se réaliser en fait également en réaction à la statistique. Et donc on a une espèce de boucle comme ça qu'on va pouvoir observer. Et bien entendu, on retrouve là, si on veut faire un tout petit point épistémo peut-être, le fait que dans les sciences sociales et dans les sciences humaines, l'objet d'étude, l'être humain, n'est jamais en fait ignorant du fait qu'il est observé, ne va jamais produire un même comportement à deux reprises, et donc le chercheur, y compris en fait à travers la statistique, va venir donc modifier la situation qu'il cherche à observer. C'est un petit peu en ça également que la statistique est bien à penser en termes de rapport social. C'est ce qu'on verra mieux à travers l'exemple du recensement, et c'est ce qui fait bien entendu en termes donc épistémologiques que les sciences humaines et sociales n'ont pas de situation expérimentale comme on peut les trouver dans les sciences dites sciences dures. Donc voilà, j'espère que cette petite discussion sur la dimension de rapport social dans la statistique était claire, et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour un exemple à partir des différents recensements.